Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur RTI 1 et merci de suivre ce journal. 140 chefs d'État et de gouvernement, des dizaines de ministres des Affaires étrangères et des personnalités des hautes sphères politiques mondiales ont assisté hier à New York à l'ouverture de la 69e Assemblée annuelle de l'ONU. Au rang de ses invités de marque, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Lors de cette assemblée annuelle, on note également l'ouverture du sommet mondial sur le climat. Et puis, sachez que la Côte d'Ivoire vient d'être honorée à New York par son admission au comité directeur de la Coalition pour le climat et l'air pur. Cette coalition est un mouvement mondial qui a pour objectif de réduire de façon significative les émissions de carbone noir, de méthane et d'autres substances chimiques nommées polluants de courte durée de vie ayant un effet sur le climat. Le chef de l'État a échangé avec Christopher Fomunio du NDI et a reçu une distinction de la fondation Africa America Institute. Le président de la République a aussi pris part en compagnie de la première dame Dominique Ouattara au gala de cette fondation où il a reçu un prix d'excellence pour l'ensemble de ses œuvres tant au plan académique, professionnel que politique. Intervenant à cette occasion, le président Alassane Ouattara a dit son émotion et a exprimé sa reconnaissance pour cette prestigieuse distinction. Il a promis être un ambassadeur de l'AAI dont il a bénéficié d'une bourse à son arrivée aux États-Unis en 1962. Lundi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est entretenu avec les fondateurs des grandes écoles privées. Une rencontre à quelques jours de la rentrée académique en vue de mieux aborder l'année qui s'annonce. Entre autres questions abordées lors des échanges, celle du stage des étudiants admissibles au BTS, le brevet de technicien supérieur, ainsi que l'orientation des bacheliers dans les grandes écoles. Nous Sangaré, Serge Gongoma. Bientôt, c'est la rentrée des classes dans les grandes écoles. Rencontre donc entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les fondateurs des grandes écoles. Objectif, prendre ensemble les dispositions nécessaires en vue d'une année académique réussie. De nombreux points ont été abordés, entre autres la question de prise en charge des étudiants en année de BTS et la question de stage des étudiants après leur admissibilité au BTS. Nous avons donc demandé aux fondateurs d'annoncer aux prochains candidats que le BTS désormais c'est 10. Celui qui redouble paie la bourse, que les étudiants qui sont dans le privé sachent qu'ils sont obligés désormais de faire autant d'efforts, sinon de sacrifices, que leurs amis qui sont au public. L'État accorde des prises en charge à des jeunes qui pour certains ne vont presque pas au cours. Donc nous ne pouvons pas continuer de donner des prises en charge à des fantômes. Désormais, parmi les critères d'appréciation que nous allons retenir pour les évaluer, la capacité donc de ces établissements privés à trouver un stage aux jeunes qui sont admis au BTS. Si nous voulons former des étudiants à la qualité, si nous voulons qu'il y ait adéquation, formation, emploi, nous devons nous employer à faire en sorte que les étudiants que nous formons, d'abord aient un stage, parce que le stage c'est l'immersion. Il faut que l'étudiant aille dans l'entreprise pour apprendre, n'est-ce pas ce qu'il a appris à l'école. Niamey Kona ajoute également que sur les 67 000 nouveaux bacheliers, 35 000 seront orientés dans les universités publiques et les 42 000 autres dans les grandes écoles. Un séminaire à Grand Bassam du 2 au 3 octobre prochain permettra de fixer la date de la rentrée des classes dans les grandes écoles selon le ministre. Les premiers logements sociaux seront livrés dans le premier trimestre de 2015. L'information a été donnée par Mamadou Sanogo, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme et de l'Assainissement. Depuis samedi, il a entrepris une série de visites sur les sites des chantiers en cours de réalisation. Le ministre a fait le point de l'état d'avancement de la production en masse des logements sociaux, économiques et de grand standing. Je rappelle que ce projet lancé par le gouvernement vise à combler le déficit de plus de 400 000 logements en Côte d'Ivoire. Roger Appé, Sidonie Davila.
Une nouvelle vie commence du côté de Badiankouté et de Songonkouté dans la commune de Songon. Les travaux de construction de logements destinés aux ménages à revenus moyens avancent à grands pas. Les souscripteurs se verront remettre les clés de leur maison dès le premier trimestre de 2015. En visite sur les sites de construction à Badiankouté et de Songon, Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, se dit impressionné par l'état d'avancement du projet. Nous nous rendons compte avec beaucoup de bonheur que c'est effectif. Presque partout, les promoteurs ont en tout cas engagé la construction d'un minimum de 50 logements. Il y en a qui sont à des centaines. C'est quand même très encourageant. L'opération de construction de logements sociaux permet à des milliers d'Ivoiriens d'avoir des maisons décentes et permet aussi aux jeunes Ivoiriens d'avoir de l'emploi. La preuve, plusieurs jeunes sont en activité sur les différents sites destinés au projet. Je veux dire merci en tout cas au chef de l'État pour le programme de logement socio-économique. Grâce à ça, nous les femmes, nous avons eu aussi du boulot. Les travaux avancent certes, mais sur l'ensemble des 46 promoteurs, l'on note la défaillance de certains. S'adressant à ces derniers, le ministre s'est voulu ferme. Le protocole d'accord qui lie les différents promoteurs au ministère de la Construction stipule que les promoteurs qui ne seront pas à la hauteur de l'engagement pris par l'État se verront retirer leur contrat d'agrément. Le massif forestier ivoirien est passé de plus de 16 millions d'hectares à l'indépendance de la Côte d'Ivoire à moins de 2 millions d'hectares aujourd'hui. Une déforestation due à plusieurs facteurs dont la coupe et la commercialisation illégale du bois sans occulter l'occupation illicite des forêts classées, parcs et réserves. L'ONG SOS Forêt se lance donc au secours de la forêt ivoirienne. Elle a décidé d'informer et former des journalistes qui vont à leur tour sensibiliser les populations sur ce sujet d'intérêt national. Fatou Fofana. Une dizaine de journalistes informés sur le processus de l'application des règlements forestiers, de la gouvernance et des échanges commerciaux. L'ONG SOS Forêt les a instruits sur l'utilité de la forêt et surtout de la commercialisation du bois dans la légalité selon les critères de l'Union européenne. Il y a des processus en cours en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de parties prenantes qui participent. Nous travaillons, mais le grand public n'est pas informé. Donc l'atelier est destiné à donner l'information aux organes de presse. Il faut que les gens sachent que veut dire le FLECT, quelles sont les missions. La mission de ces hommes et femmes de médias après la formation, assurer le partage régulier des informations avec les communautés, leur faire comprendre les textes qui régissent l'exploitation du bois et le rôle du bois dans le dispositif environnemental. D'abord, c'est de renforcer les capacités des différents acteurs des médias que nous sommes afin de pouvoir diffuser l'information sur l'APV-FLEC au niveau de nos différentes communautés et au niveau de nos différents auditeurs. L'ONG SOS Forêt a déjà mené de nombreuses actions pour la sauvegarde du couvert forestier, notamment l'évaluation de l'impact de tous les projets de développement sur les forêts et leurs ressources, la sensibilisation du monde rural, des décideurs sur l'urgence de la conservation des forêts et l'ensemble de leurs ressources en Côte d'Ivoire. Ebola, maîtriser l'épidémie, atténuer son impact, renforcer les infrastructures de sécurité et de santé mondiale. Voilà les objectifs de l'atelier de consultation régionale organisé en Côte d'Ivoire pour le renforcement des plans de préparation et de riposte à l'Ebola. Christelle Menant. Harmonisation, riposte, épidémie. 3 mots récapitulatifs à noter de cet atelier de consultation régionale pour le renforcement des plans de préparation et de riposte à l'Ebola. Mais pas que, il s'agit aussi de renforcer les capacités nationales des pays participants pour faire face à tout événement significatif de santé publique. L'Agence internationale pour le développement, qui est USAID, a décidé, avec la collaboration du gouvernement de la Côte d'Ivoire, à monter cet atelier pour discuter ensemble comment on peut, au niveau national, au niveau sous-régional, préparer et riposter contre le virus d'Ebola. 10 pays ouest-africains non affectés par l'épidémie sont attendus. Comment se préparent-ils? Quels sont les plans de riposte prévus? Il est question lors de cet atelier de partage d'expériences pour une meilleure coordination sous-régionale de la lutte contre la maladie à virus Ebola. C'est une maladie qui affecte un certain nombre de pays dans notre région, mais tous les autres pays demeurent toujours à risque. Il est très important de pouvoir harmoniser les points de vue
harmoniser les messages à passer au niveau des pays pour pouvoir apporter la réponse régionale qu'il faut. Disposer de personnes ressources formées et de matériel de protection médicale suffisant, sensibiliser et mobiliser plus efficacement leur population, les pays ouest-africains reconnaissent certaines insuffisances face à une épidémie d'Ebola galopante, et ce, malgré le grand nombre de mesures déjà prises. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé, s'est mis en position de pays qui a un cas, même si on n'a pas de cas. Nous sommes en train d'améliorer justement la prise en charge des cas. Nous sommes en train d'améliorer la coordination de toutes ces activités. Des priorités se dégagent déjà, notamment la surveillance épidémiologique ainsi que la sensibilisation et la mobilisation sociale. La maladie à virus Ebola a déjà fait plus de 2600 morts, 5 pays touchés dont 3 majoritairement. Le Libéria, pays le plus atteint, compte à lui seul plus de 50% des cas et des décès. Et cet atelier qui a démarré lundi a pris fin hier, mardi 23 septembre. Children of Africa, la fondation de la première dame Dominique Ouattara, a offert hier matin 6000 kits scolaires à des élèves. C'est le top départ d'une caravane de distribution de kits scolaires lancée hier au siège de la fondation. Le témoignage de Viviane Haïm. 6000 kits scolaires composés pour chaque kit d'un uniforme, d'un cartable et de fournitures scolaires. Cette année encore, comme à chaque rentrée scolaire depuis une dizaine d'années, la fondation Children of Africa vient en aide aux parents démunis pour la scolarisation de leurs enfants. Grâce à ce don, dira le directeur des écoles, lycées et collèges représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, des milliers d'enfants en Côte d'Ivoire pourront aller à l'école, en particulier les petites filles dont la scolarisation est trop souvent délaissée au profit de celle des garçons au sein des familles démunies. Madame Cissé Issatou, responsable à l'éducation à Children of Africa, qui représentait pour la circonstance la présidente fondatrice, la première dame Dominique Ouattara, a souligné que les 6000 kits scolaires sont répartis à part égale entre filles et garçons, car Children of Africa veut encourager la scolarisation des petites filles partout en Côte d'Ivoire, même dans les localités les plus reculées. C'est pourquoi, en plus des cartables et des fournitures scolaires, 3000 robes d'école ont été confectionnées, de même que 3000 ensembles kaki pour garçons. La présidente de la fondation, Mme Dominique Ouattara, reste fidèle à ce qui est désormais pour elle une tradition. Faire le mieux possible pour rendre le cadre de vie et de travail meilleur pour les enfants et en particulier pour les petites filles. Depuis quelques années, les parents ont compris que la scolarisation des petites filles est effective. Elle est vraiment effective chez nous en Côte d'Ivoire. Et pour encourager nos parents, Madame la Première Dame les soutient dans cette distribution de kits scolaires. Au total, 6000 écoliers du CP1 au CM2 vont recevoir les kits scolaires. Children of Africa apporte ainsi un soutien important à l'État dans sa politique de gratuité de l'école primaire. 15 localités retenues par Children of Africa, dont les localités reculées de Zanfla, Koukouezo, Angolo-Karak, Kachali, Aondo, vont bénéficier de ce don. Au nom de la présidente fondatrice de Children of Africa, Mme Cissé Issatou a remis symboliquement le don de la fondation aux représentants de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui, à son tour, a procédé à une remise symbolique aux représentants de 2 localités bénéficiaires, Grand Laou et Koukouezo, sous-préfecture de Ouragayo. Merci à Madame la Première Dame et à sa fondation qui fait beaucoup pour l'ensemble de la jeunesse de ce pays. Vous savez, nous sortons d'une longue période de crise et chaque année, la rentrée scolaire est assez difficile pour les parents. Donc quand vous avez une telle opportunité, en tant qu'élu, en tant que cadre, vous ne pouvez que saluer cette belle initiative de Madame la Première Dame. Sentiment de joie, de grande joie, vraiment. Quand il y a une rentrée scolaire, il y a un stress pas possible pour les parents. Et là, la Première Dame vient en appoint pour soulager les parents. C'est une grande joie pour nous. Après cette cérémonie qui tient lieu de lancement, la caravane de distribution de kits scolaires de la fondation Children of Africa va parcourir les 15 localités retenues pour donner les kits scolaires
et offrir en plus des vivres pour les cantines scolaires et du matériel didactique pour l'enseignement des écoliers. L'actualité africaine à présent, direction la République démocratique du Congo pour commencer. Dans ce pays, l'UNICEF estime à près de 6 millions le nombre d'enfants qui souffrent de malnutrition chronique. Au centre hospitalier de Montamba, au sud de Kinshasa, toutes les équipes médicales ont été mobilisées. Ici sont accueillis chaque semaine des dizaines d'enfants atteints de malnutrition aiguë. Au total, le centre enregistre plus de 100 visites par mois. La République démocratique du Congo présente depuis longtemps un taux de malnutrition l'un des plus élevés du monde. Ce sont plus de 6 millions de petits Congolais de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition chronique. Jupsi est venu avec l'un de ses jumeaux. Âgé de 12 mois, il ne pèse que 4 kilos. Il est atteint de malnutrition aiguë, mais pour en être sûr, il faut aussi mesurer sa taille et son bras. Le résultat est sans appel. Après avoir été très malade, mes jumeaux ont connu une perte considérable de poids. À l'hôpital où je suis allée, on m'a conseillé de les amener au centre parce qu'on soigne bien les enfants. Ici, ils pourront récupérer les kilos perdus. Les jumeaux devront rester en observation au centre 6 jours. Les enfants sont réalimentés avec du lait thérapeutique, mais il n'est pas toujours simple de les convaincre de boire le liquide. À cette malnutrition s'ajoutent souvent d'autres complications. Les enfants que nous gardons ici à l'intensif, c'est ceux qui présentent les complications. Parmi les complications, vous allez comprendre qu'il y a la diarrhée par exemple, le vomissement, celui-là avec les pieds gonflés. Oui. Plusieurs facteurs expliquent la forte malnutrition. La sous-alimentation, le manque d'accès aux soins de santé, leur mauvaise qualité et enfin le manque d'hygiène domestique. Selon l'UNICEF, en République démocratique du Congo, 45% des décès des enfants de moins de 5 ans seraient liés à la malnutrition. Le Mali a célébré ce 22 septembre le 54e anniversaire de son indépendance. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est adressé à l'occasion à la presse, prônant la réconciliation nationale avec une pensée pour toutes les parties présentes actuellement à Alger pour les négociations de paix. C'est incontestablement le temps fort de la commémoration du 54e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance. Le défilé sur la place d'armes du camp Soundiata dans la ville garnison de Kati a une forte charge symbolique. D'après Ibrahim Boubacar Keïta, cette cérémonie montre que l'État malien est debout. Un bémol tout de même, la fête se déroule sans Kidal, ce que regrette Ibeka. Le président malien prône la réconciliation. Il espère que la région de Kidal, tenue par les rebelles, sera très prochainement ramenée dans le giron de l'État malien. Nous ferons en sorte que nos frères de Kidal se sentent totalement maliens, vivront avec l'ensemble national. Et ce sont nos frères, ce sont nos parents. Ça ne peut pas être autrement. Et nous sommes prêts à accueillir nos parents avec la plus grande joie. L'espoir du président Ibrahim Boubacar Keïta se fonde sur les nouvelles rassurantes qui proviennent d'Alger. Dans la capitale algérienne, le second round des négociations entre le gouvernement de Bamako et les groupes armés du Nord semble enregistrer quelques avancées. C'est en tout cas le constat dressé par les délégations qui y participent. Les deux camps affichent leur optimisme. Aujourd'hui, c'est le dialogue qui est en train de primer sur les armes. Donc pour nous, c'est un plus, c'est un avantage, c'est un pas qu'on est en train de faire en avant. Maintenant, il faut essayer de voir comment les uns et les autres peuvent les consolider pour qu'on aille un peu plus de l'avant. Il y a quand même assez d'ingrédients pour nous permettre d'arriver à un accord. Aussi, quand nous regardons nos frères et sœurs de mouvement, qui sont aussi tous présents en Algérie, ici, nous sentons aussi de leur part une volonté d'arriver à un accord. Entamée il y a 3 semaines à Alger, la deuxième phase des discussions entre Bamako et les groupes armés touaregs et arabes de l'Azawad vise à ramener la paix dans le nord du Mali. Face aux demandes de fédéralisme formulées par les mouvements armés, le président Ibrahim Boubacar Keïta propose une décentralisation très poussée et une régionalisation. Des propositions qu'Ibeka a réitérées en rendant hommage à tous ceux qui se sont battus pour un Mali libre et uni.
Et puis, pour terminer, sachez qu'un groupe lié aux djihadistes de l'État islamique a revendiqué lundi dernier le rapt d'un Français en Algérie et menacé de l'exécuter dans les 24 heures si la France n'arrêtait pas ses frappes contre cette organisation ultra-radicale en Irak. Voici la vidéo de propagande diffusée lundi sur Internet. Elle montre le touriste français Hervé Gourdel entre les mains d'un groupe djihadiste qui menace de l'exécuter si la France n'interrompt pas ses opérations en Irak. Hervé Gourdel, un guide de haute montagne passionné de voyage, était arrivé samedi dans la région de Tizi Ouzou en Kabylie pour un trekking d'une dizaine de jours. Il a été enlevé dimanche par un groupe se faisant appeler les soldats du califat qui a fait allégeance à l'État islamique. L'armée algérienne a lancé une opération de recherche dans cette région, restée un théâtre d'activité des islamistes depuis la fin de la guerre dans les années 90. Depuis New York, le ministre français des Affaires étrangères a confirmé l'enlèvement, ajoutant que la situation était extrêmement critique. Les menaces qui sont proférées par ce groupe terroriste sont extrêmement graves et elles témoignent une fois encore de la cruauté extrême de ce mouvement que nous appelons Daesh et de tous ceux qui s'en réclament. Quelques heures avant l'annonce de cet enlèvement, l'État islamique avait lancé un appel à tuer les ressortissants français et américains. Sur son site internet, le Quai d'Orsay invite à la plus grande prudence les Français se déplaçant dans une trentaine de pays. Face à cette nouvelle menace, Paris rappelle qu'aucun groupe terroriste ne peut infléchir la position de la France. Fin de ce journal, je vous retrouve demain à 6h30.